Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente L'Entretien, un podcast produit par Béline Dola et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Nouvel épisode de notre collection de podcasts mensuels consacrés aux artistes de la Comédie Française et aux artistes invités, avec lesquels nous évoquons ici, dans un temps plus long que d'habitude, leur parcours de vie, de théâtre, leurs affinités et leur histoire avec la Comédie Française. Je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir. Danielle Lebrun, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne de théâtre, de télévision, de cinéma. À votre égard, puisque je me suis un peu renseignée à votre sujet avant de vous rencontrer, il est souvent fait usage du terme monstre sacré. Je ne sais toujours pas si c'est un terme positif. En tout cas, c'est un terme consacré et qui fait référence à cette carrière prolixe qui est la vôtre, entre la télé, le théâtre, le cinéma, un parcours d'artiste extrêmement riche de tous les répertoires, parce que Danielle Lebrun, vous aimez faire rire, vous aimez, selon vos mots, faire le clown, mais vous avez aussi, et vous jouez aussi beaucoup, l'émotion, le drame, la tragédie, la mélancolie, notamment du XVIIIe siècle, qui est un siècle que vous connaissez, que vous jouez, que vous avez beaucoup joué. Vous aimez changer de costume autant que de répertoire. Vous aimez travailler. Rares sont les pauses dans votre parcours, dans votre carrière. Au pire, quelques mois entre deux projets. En avril 2011, Danielle Lebrun, 53 ans après votre premier passage au Français, vous aviez alors 20 ans et vous êtes resté 2 heures, un peu plus. Muriel Mayette vous a réengagé en tant que pensionnaire et le 1er janvier 2025, vous avez été nommé 543e sociétaire de la troupe. Alors, j'aimerais ensemble, pendant cette heure que nous avons à passer toutes les deux, que nous parcourions un peu votre trajectoire qui commence en Ardèche. Vous êtes né au Cheylard. Votre père, il travaille le cuir. Vous avez un grand frère adoré qui s'appelle Gérard, qui est de 8 ans votre aîné. Et donc, jusqu'à 8 ans, vous grandissez dans cet univers rural. Je crois que vous êtes à la campagne. Alors, tout est dit, tout est bien résumé. J'ai des petits détails, bien sûr, mais bon, est-ce que c'est important ? Je suis restée 6 mois en Ardèche parce que mon père, en effet, il travaillait dans une tannerie et on a déménagé à Groyette, dans le Tarn. Dans le Tarn, oui. Donc, j'ai aucun souvenir de l'Ardèche. Ouais. J'y suis retournée parce que mon père avait construit une maison, mais où je suis née. Et les gens dans la maison étaient au courant. Mais bon. C'est-à-dire que votre père a racheté, construit la maison où vous êtes né ? Il a construit, oui. Mais il était longtemps avant ma naissance, 5-6 ans avant. Et quand j'ai joué à Valence, je crois, un journaliste est venu de l'Ardèche et je lui ai dit, vous savez, l'Ardèche pour moi c'est pas grand-chose puisque je n'ai vécu que 6 mois. Alors donc, et dans le lendemain dans le journal il y avait marqué Ardéchoise cœur infidèle, parce qu'il y avait une série à ce moment-là qui c'était Ardéchois cœur fidèle. Et vous étiez l'infidèle de... Mais ça vous a touché ou ça vous a fait rire ? Il avait pris ça mal. Ah oui, parce que j'avais dit que l'Ardèche, pour moi, à 6 mois, c'était pas possible d'avoir des souvenirs. C'était vrai, quoi. Bon, il avait pris ça mal. Et le Tarn, alors, vous en avez des souvenirs ? Le Tarn, j'ai pris l'accent, déjà. Ouais. J'ai pris l'accent, je suis restée jusqu'à 8 ans. Cet accent, vous dites qu'il revient de temps en temps ? Oui, mais c'est important pour une comédienne parce que quand on fait ce qu'on appelle des œufs muets, on n'est pas du tout empêché. Ça ne sonne pas mal à l'oreille pour nous. De sorte qu'on a l'habitude d'articuler mieux que quand par exemple, de l'accent de Paris. Parce que vous dites, l'accent du Midi, c'est une bonne école pour une comédienne, c'est ça ? Oui. Ceux qui sont de Provence, Raffaelli,
qu'est-ce que j'aime, Molière. Molière. Ah, Comment il s'appelait? celui qui jouait Molière? Oui, dans le film de Mnouchki. Ah, Philippe Cobert. Voilà. Ouais. Et il est d'Orange. Ouais. Il a fait un sketch là-dessus. Ouais. Orange, orange, orange. Mais c'est intéressant parce que, bon, quand on l'a trop comme Guy Digan, il n'est pas comédien, mais c'est vrai que c'est difficile de faire une carrière de comédien quand on a trop d'accent. Mais là, on peut le perdre en plus, mais on articule mieux, c'est vrai. Pourquoi vous ne l'avez jamais perdu alors que finalement, à 8 ans, Je à l'ai 8 ans, vous perdu, partez bien sûr, je l'ai perdu, je ne l'ai pas là. et vous le reconvoquez? Comme je veux. Quand je suis un peu fatiguée, je sens que ça vient. Alors, à 8 ans, bon, vous quittez Mais en plus, le Tarn. Oui. dans le Tarn, c'est pas l'accent. On parle très vite. On parle vite, comme dans le Gard un peu en ce moment. J'ai une maison dans le Gard. Ils parlent très très vite et ils ne roulent pas les R. Alors que en Provence non plus. Mais dans certains, par exemple en Ariège, on roule beaucoup. Un peu à Toulouse. Et dans le Tarn, c'était presque un R sur 2. Elle disait mon frère. Qui ça? Bah, la voisine, par exemple, que j'ai revue, mon frère. Et ça, vous avez gardé... Vous avez cette subtilité-là des accents du Midi, vous savez les reconnaître en fonction des... Oui, c'est assez intéressant. Je ne suis pas spécialiste. Hein. Mon mari était de Paris et il reconnaissait l'accent de Ménilmontant et celui de Montmartre. Alors, c'est vrai que c'est différent. Vous avez un peu d'accent titi, vous? Vous arrivez à Paris à 8 ans. Oui. C'est toute votre histoire. Moi, je l'ai perdu en 8 jours parce que mes cousins parisiens se moquaient de moi. Donc, je l'ai perdu très vite. Donc, à 8 ans, vous arrivez... Enfin, la famille déménage. Alors ça oui. Voilà, vous arrivez à Paris et vous dites que Paris, c'est un éblouissement. Bien sûr, mais mon père était né à Paris. Les Lebrun sont parisiens depuis 2 siècles. Il a vu une collection de cartes postales. Il me parlait de Paris avec l'accent de Gabin. Ah, quand tu verras Paname. Alors évidemment, je fantasmais. J'aurais pu être déçue. Mais je ne l'ai pas été. Je suis arrivée à la gare de Lyon, au coucher du soleil. Je ne sais pas. Vous vous souvenez de ça? Oh oui, très bien. Mais je me souviens de beaucoup de choses. Du Midi, je me souviens très bien aussi. Mais c'était une petite ville triste, Groyet. C'était une petite ville de tannerie, d'industrie. C'était pas drôle. J'étais souvent dans la rue. C'était là une époque très difficile pour la famille. Mon frère était au lycée d'Albi. Et moi, j'étais chef de bande dans la rue. Chef de bande à 7 ans? Oui. Oui. Vous étiez un voyou? Oui, absolument, mais il ne fallait pas le dire à la famille. Il y avait à la famille, c'était ma mère et ma grand-mère, c'est tout. Et mon frère était donc au lycée d'Albi et mon père à Paris. Bon. Alors, enfin, bref, on s'est retrouvés quand même en 1945, à la fin de la guerre. Et puis là, c'était des périodes aussi très difficiles au point de vue argent. Et puis on s'en est tiré. Mon frère a fait une agrégation de philo brillamment. Et puis moi, je commençais vaguement à être comédienne. On me demandait... je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais su pourquoi. Quand j'étais petite, tiens, me disait, Daniel, tu veux bien faire, tu devrais faire pour Noël, tu t'occupes de ça. Alors, tiens, j'ai trouvé une légende corse et lis-la, ça peut t'inspirer. Et alors, en effet, c'était une institutrice qui m'avait donné ça. Alors, j'avais trouvé du papier crèche, du papier rocher. Ça m'avait obsédée pendant des années. J'avais un cauchemar où j'étais enfermée. J'entendais déjà le papier crisser. C'était infernal. Et j'avais beau me dire, c'est ton cauchemar, c'est ton cauchemar. Je continuais à rêver de ça. Parce qu'on vous avait demandé de dire un texte. Oui, parce qu'on avait trouvé un bébé en celluloïd, comme on disait là-bas. C'était pas du plastique, et le rocher était monté sur roulette, on avait construit un rocher, il avalait le bébé parce que la mère l'avait abandonné, avec l'orage, on avait fait de la tôle
pour le bruit de l'orage, etc. Et quand elle revenait avec son remords, elle ne trouvait plus son bébé. Je ne sais plus comment ça finissait, mais c'était abominable. Tous les enfants pleuraient. Et vous aviez fait pleurer les enfants. Voilà. Et moi, j'avais peur aussi. Ce que j'entends, c'est qu'on vous demandait de jouer la Oui, comédie. et ça, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est parce que je faisais rigoler les copains. C'était une petite école religieuse qui était près de chez nous. L'école laïque était à l'autre bout de Chevreuse. On était à Chevreuse. Et maman m'avait mis là parce que, comme ça, je pouvais rentrer toute seule, même la nuit, chez nous. Bon. C'était pas par conviction religieuse. Mon père, qui avait été élevé dans la religion très, très, très forte, il bouffait du curé, il ne pouvait pas supporter. Donc, il fallait pas lui en parler. Du côté de maman, c'était des Bretons rouges. C'est-à-dire que ma grand-mère, j'ai su après qu'elle était de Pontivy. Et Pontivy, c'est une ville qui a accepté la Révolution. Et donc Joseph, mon arrière-grand-père, était un Breton, ce qu'on appelle rouge. Il avait des filles, il n'a jamais fait baptiser ses enfants. Il y a un livre magnifique de Mona Ozouf qui s'appelle Composition française, où elle a ses deux parents, l'un breton catho et l'autre rouge. Tout à fait, où elle raconte... C'est superbe, ce livre. Le point de rencontre et Voilà. le désaccord entre ça. Et donc, ma grand-mère m'a dit, pour me marier, j'avais été obligée de me faire baptiser le jour de mon mariage. C'était très bien passé parce que son mari ne s'en foutait, mais pour la famille, voilà. Et donc, du côté de maman, c'est pareil. Elle était très tolérante. Elle aimait bien ses amis qui allaient à la messe. Elle y allait un petit peu, mais c'était pas par conviction. Qu'elle vous met dans une école religieuse. Donc, elle m'a mis là, et c'est là que j'ai appris l'injustice. C'est là que j'ai commencé à faire donc mise en scène de théâtre avec cette institutrice qui était une vieille dame charmante. Mais par contre, sa sœur, qui était plus jeune, était une horreur. C'était elle, la directrice. Et j'avais une petite copine ravissante de mon âge qui était fille de garagiste. Elle la méprisait d'une façon abominable. Et quand la fille du château voisin, qui était un petit boudin, qui était exactement Mafalda. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette bande dessinée. Elle arrivait en Rolls avec un chauffeur. La directrice arrivait, lui ouvrait la porte et on voyait ce petit boudin haut comme 3 pommes, ne la saluant pas, passer comme ça. Et la directrice à moitié en angle droit, quoi, la saluant. Et là, alors que ma copine était totalement méprisée, pour la première fois, je me suis dit, je suis communiste, voilà. C'est la première fois, mais pas la dernière. J'ai raconté tout ça à ma mère et ma grand-mère quand je revenais. Je ne sais pas pourquoi j'étais tellement furax que ça les faisait rire. Bon. Déjà, j'avais un public. Et donc, là aussi, quand on faisait les prières, puis c'était une école catholique, et il y avait 3 classes, 3 rangs. Puis j'avais repéré quelques copines qui regardaient les mouches, comme moi. Alors, à la récré, on s'est dit, alors, on s'est réunis, on dit, t'y crois pas, toi? Ben non. Et on était 3. Je savais pas, je l'ai su plus tard quand j'ai été au parti, que ça suffisait pour faire une cellule. De quoi? Être 3? Il fallait être plus de 2. Oui. Ouais. Il faut être 3 pour faire une cellule. Donc vous avez créé une cellule communiste à l'école catholique? Là, je ne savais pas que c'était du communisme. Enfin, voilà. C'est comme c'est par l'injustice, et depuis, ça ne m'a pas quittée. Ça ne m'a pas quittée. Elle était effrayante, cette femme. On vous encourage à jouer la comédie, mais moi, j'ai entendu dire que vous vouliez être torero. Oui, vous vouliez être pilote de ligne. Maintenant, je ne peux plus.
je supporte pas. C'est vrai que quand dans les arènes de Nîmes, il y a une corrida, c'est très beau. J'avais amené mon fils qui avait 7 ans, il pleurait. Et moi aussi, c'est la souffrance de cet animal, c'est abominable. Je ne peux plus voir ça. Je pense que je disais ça, je n'en avais jamais vu de ma vie. C'est comme Pilote d'essai, ça me faisait rêver. Pilote d'essai. Je crois que c'est parce que c'était dramatiquement du spectacle. Voilà, je crois que c'est ça. Je n'en avais jamais vu. Hein. Votre frère, Gérard, donc brillant étudiant en philosophie, puis ensuite brillant philosophe, vous emmène à une audition. Oui, alors lorsque ça, vous il êtes à était Paris. fou de cinéma. C'était plutôt la génération de la nouvelle vague, mais on n'avait pas assez d'argent pour qu'il soit cinéaste. Enfin, il fallait quand même un peu d'argent. Des gens comme Godard, Romer, à part Chabrol, mais qui quand même avaient un peu d'argent, Louis Malle, tous ces gens avaient Pourquoi il fallait de l'argent ? Pour faire les études ? Pour vivre. Ouais. Et on avait une bourse, on n'était que 2, on avait quand même une bourse. Moi, quand j'étais au conservatoire, j'avais une bourse. Donc, avant le conservatoire, vous allez à cette audition avec lui. Il aimait beaucoup le cinéma, il adorait, par exemple, Autant Lara, c'est vrai que Douce, le Diable au corps, c'était des films qui font rêver. Et puis, il voit dans un canard que Autant Lara cherchait une jeune fille blonde pour faire le blé en herbe. Et il dit à maman, je l'emmène. Et alors, bon, on a fait la queue, c'était épouvantable. Il avait Plotin sous le bras, il me parlait de ce philosophe grec, Plotin. Bon, d'accord, moi j'avais... Vous aviez quel âge ? 13 ans, par là. 13-14 ans. Je faisais plus jeune, j'avais les cheveux châtains très courts. J'étais pas du tout le personnage, quoi. Mais enfin, on a fait une queue de 2 heures. On est arrivé devant un grand bureau avec un gros monsieur, une grosse dame. Je n'ai pas dit un mot. J'étais terrorisée, très timide. J'ai toujours été très timide. Bon. Et mon frère a parlé. Comme il était très bien élevé, qu'il savait très bien parler, il a parlé de lui. Il a parlé de la carrière d'Autant Lara, de ses plans, de tout ça. Il connaissait tout. L'autre le regardait avec des yeux. Ce jeune homme qui connaissait tout sur lui, c'était évidemment très flatteur. Il m'a à peine regardé, il m'a dit « Non, t'es pas le personnage. Non, je veux une vraie blondine, je veux pas une perruque. Non, alors, non. » Et il a continué à l'écouter. Et il a dû lui dire, je ne me souviens plus, ma petite sœur a beaucoup de talent. Il a dit, bon, écoute, c'est vraiment grâce à lui. Écoute, prends ça, on fera un bout d'essai. Hein. Mais tu ne feras pas le rôle, hein, c'est sûr. Alors, enfin, bon, merci, on est parti. Et on a travaillé pendant 8 jours une scène d'amour avec mon frère. C'était d'une facilité extrême. Parce que votre frère, c'était votre grand amour. C'était pas mon type d'homme, comme on dit. Il était pas... Mais on s'entendait très bien. Et puis, il était... quand je disais des poèmes, il était très sévère. C'est ridicule ce que tu fais. Comme ça, tu reprends tout. Allez. Et, alors, je suis arrivée avec ma mère cette fois-ci, parce qu'il ne pouvait pas venir. On était une dizaine de couples. De jeunes couples, de très jeunes, et il me met devant un petit Alain Delon ravissant. On fait connaissance. Il était ouvrier et il me dit, tu veux qu'on voit notre scène ? Catastrophe. Il était mauvais, mais c'était abominable. Et moi, en larmes. Autant larmes me voit, qu'est-ce que t'as ? Alors je lui dis, je peux aller avec lui parce qu'il est pas bon. C'est pas comme mon frère. Et, tout. Et là, il m'a fait un cours extraordinaire que j'ai jamais oublié. Il s'est souvenu de mon frère. Il dit, ah, alors écoute, tu vois, c'était une grosse caméra comme ça. Il était au pied. Tu joues pour moi, je suis là. Tu joues pour moi, t'entends ? Et lui, tu t'en occupes pas. Tu le regardes. Mais lui, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est ton frère. C'est ton frère. Alors, ils m'ont remis un peu de poudre, je me suis mouchée. J'ai regardé
le petit jeune homme, j'ai joué comme si c'était qu'on avait décidé de jouer avec Gérard. Et puis c'est tout. J'ai fait ce qu'il m'avait dit de faire. Et alors après, j'étais dans les 3 dernières avec photos dans Paris Match, etc. Il a écrit à mes parents une lettre que j'ai gardée en me disant « il faut absolument qu'elle fasse ce métier, le conservatoire et tout. Et méfiez-vous de ce métier, il y a beaucoup de flibustiers. » On n'a pas très bien compris ce que c'était que les flibustiers, mais bon, voilà. Vous n'avez jamais compris ce que c'était que les Alors, flibustiers? au bout de 2 ans, j'étais au conservatoire. Vous avez passé le concours, vous rentrez au conservatoire. La première année, je ne l'ai pas pu parce que je n'avais pas de cours du tout. Elle m'a mis chez Dussane, parce qu'elle admirait beaucoup Madame Dussane, qui faisait beaucoup de radio à l'époque. On l'écoutait à la radio, elle avait des conférences. C'était une femme très intelligente. Elle avait été à la Comédie Française, très grande sociétaire, et elle était très connue. C'était, je sais pas, la radio, c'était genre France Culture qu'elle écoutait sans doute, voilà. Et alors, Dussane, c'était drôle parce que ma mère était quand même très très timide et très distinguée. Dussane, sur scène, moi j'étais comme ça, j'avais les mains comme ça devant moi, et elle fait « Pourquoi tu mets tes mains là? Tu veux exciter le vieux monsieur ?» Ma mère, « Madame Dussane, mon Dieu !» C'est un peu vulgaire. Elle n'en revenait pas. Et vos parents étaient d'accord pour que vous fassiez ça? Pour que vous soyez comédienne? Mon père, c'était une autre histoire. On ne lui demande pas son avis. C'était une période très dure pour ma famille. On a continué comme ça, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, sans doute. Et puis elle était très, très pédagogue. Elle s'est bien occupée de ses 2 mômes. Votre maman? Ouais. Ça, au moins, elle a tout de suite vu que son fils, c'était son Dieu. Il était surdoué. Alors, à 3 ans, il savait lire, s'occuper de politique. Incroyable. Alors, ça a été très vite pour lui. C'est vrai qu'il a voulu faire de la philo. Elle lui dit, bon, très bien. Et puis, il a fait sa carrière. Pour vous aussi, c'est allé vite quand même? Pour moi, c'était 8 ans après. Il n'y avait pas tellement le choix. Il s'est dit, bon, pourquoi pas. Alors, elle a parié un peu là-dessus. Et puis, on me demandait un peu avec l'histoire du patronage, on me demandait de faire des poèmes de La Fontaine, simplement. Et j'avais un succès fou. Bon, alors, à un moment donné, elle a dit, il faut arrêter, là, quand même. Les études d'abord. J'étais au lycée d'Orsay, donc j'étais obligée de prendre le train qui est maintenant le RER. Mais ça m'a rien fait. J'ai dit, bon, d'accord. J'avais du succès, mais je m'en foutais. Quand elle m'a dit, tu sais, il faut arrêter, on ne fait plus ça. J'ai dit, bon, très bien. Je me souviens que j'avais du succès parce que on en parlait dans les petits journaux, les gens applaudissaient, ça aurait pu me monter à la tête, mais pas du tout. C'est-à-dire, on en parlait dans les petits journaux, vous aviez des articles locaux, sur vous? Mais bien sûr, bien sûr. Au conservatoire, vous dites que vous avez mauvaise réputation. Oui, parce que vous aviez monté aussi un petit collectif. Comme on dit maintenant, de s'éclater. Je prenais pas ça au sérieux. Comme j'avais eu une enfance et une adolescence assez triste, que mon frère, il n'était pas là souvent, il est toujours en pension. Après Albi, c'était le lycée La Canale. Après, c'était Henri IV. Donc, je le voyais peu. L'atmosphère était très triste. Donc, je m'éclatais. J'avais envie de rire. De sorte que c'est vrai que j'étais pas très sage, quoi. Alors, vous n'êtes pas très sage, mais vous obtenez le premier prix de conservatoire, oui. C'est-à-dire l'aller simple à la Comédie Française. Oui. C'est toujours le cas aujourd'hui, quand on a le premier prix conservatoire. Il n'y a plus de prix depuis 68. Ah, il n'y a plus de... Hein? 68 est passé par là. Vous lui expliquez? C'est quoi déjà 1968? Alors vous, c'est un tout petit peu avant 68. Vous avez le premier prix, vous allez à la Comédie Française. Et ça vous plaît pas plus que ça, la Comédie Française? Ça, quand je suis revenue, là, c'est tellement différent. C'était encore... vous savez, quand on dit le 19e siècle s'est arrêté après la guerre de 14, c'est vrai.
Les mentalités se sont arrêtées là. Mais le XXe siècle, il a démarré, c'est plutôt après la guerre de 39. Et encore. Alors les vieux sociétaires, je mets vieux entre guillemets, parce que bon, maintenant, je suis dans cette section-là, que j'admirais énormément, parce que c'était des grandes pointures. On les retrouve au cinéma. Madeleine Renaud, elle était partie, mais elle a fait beaucoup de cinéma, je la connaissais par le cinéma. Berthe Bovy, elle était extraordinaire, elle n'était pas commode. Mais la voir jouer, moi je la regardais tout le temps. On a joué ensemble, chacun sa vérité de Pirandello. Elle était absolument fascinante. Il y avait Marcha, qui était très bien, il y avait Debucourt, qui était extraordinaire. Là aussi, on le voit beaucoup au cinéma. C'était quelqu'un... Oh, il est mort l'année où je suis partie. C'était des gens très âgés déjà. Aimé Clarion, on voyait au cinéma beaucoup. C'était des gens fascinants. Mais qu'est-ce qui vous des grands plaît pas, acteurs. vous? Et il y avait Hirsch et Charon, surtout. Ils m'ont dit tous les deux qu'ils avaient voté le premier prix pour moi. Voilà. C'était ça, il me faisait... Alors, il y avait Gabrielle Dorzia, qui était pensionnaire, parce qu'elle ne jouait que... Elle était engagée que pour jouer... Elle était très âgée. Elle est morte à 100 ans, Dorzia. Alors, je la connaissais par cœur, évidemment, parce que je l'avais vue au cinéma. Je me disais, c'est fou, on les voit au cinéma et on les voit là. Alors, et il y en a une, je ne voyais pas qui c'était. Une sauvage. Je regarde dans la distribution et qu'est-ce que je vois? Lynn Noro, celle de Pépé le Moco, avec Gabin, que je venais de voir au Champollion. Parce qu'évidemment, nous, on n'était pas de cette génération de Rému, de les films de Pagnol et tout ça, mais on les voyait tous. On les voyait tous. On connaissait Michel Simon, on connaissait tout le monde. On avait vu Les Enfants du Paradis, donc Madeleine Renaud et Baron, on connaissait, sans les avoir vus au théâtre. Et j'ai dit à maman, je ne veux pas rester là. Parce que là, cette dame, elle joue que des petits rôles, mais elle était... La vedette dans Pépé le Moco, c'est elle qui trahit. C'était magnifique, elle faisait la sauvage. Et pourquoi vous ne vouliez pas rester? Parce que là aussi, il y avait Suzanne Nivette qui était... Il y avait une mentalité qui était avant-guerre. C'est-à-dire que le XXe siècle n'était pas arrivé. On est les sociétaires, les pensionnaires, c'est autre chose. Par exemple, je me souviens que dans l'ascenseur, on était un peu coincés. Et Berthe Bovy sort de là. Je croyais que l'ascenseur n'était réservé qu'aux sociétaires. Alors, avait dû sortir. Fallait le petit. Vous savez, il y en a deux. C'était une espèce de monte-charge à l'époque. Alors, nous, on s'en foutait parce qu'on avait 20 ans. On disait, bon... Mais il y avait Nivette qui était une vieille dame, une vieille pensionnaire. Et rien que ça me terrorisait. Je disais à maman, je ne veux pas rester dans ce truc. Je veux pas rester. Je finis comme Nivette. Alors maintenant, je finis comme Nivette. On vous laisse prendre l'ascenseur, Daniel. Rassurez-moi. Oui. Maintenant, vous êtes sociétaire, voilà, en plus. Oui, mais c'est la mentalité qui a changé. Ouais. Vous voyez, c'était quand même... Alors, quand on regardait... il y avait des souffleurs, on regardait les manuscrits. Et quelquefois, il y avait... dans la mise en scène, quand, par exemple, Hippolyte... qui était pensionnaire, devait passer dans la mise en scène de Phèdre, devant Phèdre sociétaire, il y avait marqué en gros, dans la marge, en rouge, « Impossible, pensionnaire ». C'était dans les années après la guerre de 14. Vous voyez, c'était dans les années 20. Ça, c'était Mais ça avait déjà changé quand vous y étiez. À peine. À peine. Donc vous... Cette mentalité entre sociétaire et pensionnaire, je ne l'ai pas retrouvée là. Ouais, 50 ans après. Vous quittez le français et vous dites que vous apprenez votre métier, alors que vous avez déjà quand même fait une école plus le français, vous dites que vous apprenez votre métier auprès de Roger Planchon.
que Oui, c'est là parce que où les choses c'est pas, adviennent. c'est pas apprendre. Apprendre, on apprend tout le temps. J'ai appris quand j'étais petite devant mon public, devant les copines. Au patronage, elle m'avait mis chez un curé qui... Pourquoi pas? Vas-y. J'avais plein de copines qui allaient, je veux y aller, au catéchisme. Bon. Il s'appelait Lassus, on l'appelait la sucette. Il ne suçait pas que de la glace, d'ailleurs. Mais c'était un type adorable. Et quand il vous mettait au coin parce qu'on était insupportable, moi je l'étais souvent, parce que justement c'était tellement triste chez moi que j'avais envie de faire le clown. Et il vous mettait derrière lui avec la chéchia, parce qu'il avait été dans les ouaves. Et les enfants pleuraient parce qu'on avait quoi, entre 7 et 10 ans. Il y avait des mômes qui pleuraient. Moi, j'étais ravie d'avoir la chéchia parce que je fais le clown avec. Et je me souviens des copains qui hurlaient de rire parce que je faisais... le clown avec la chéchia. Avec la chéchia. Et lui, il faisait exprès de se retourner lentement pour que j'aie le temps d'être immobile. Je le voyais bien avec son petit sourire. Une bonne âme. Oui, alors, donc c'est ça. On apprend, là. On apprend des choses comme ça. On apprend tout le temps. De sorte que quand j'ai fait du cirque aussi pendant le conservatoire. Pour gagner notre vie, on avait trouvé un fou furieux qui avait un cirque en Normandie. Il était prodigue, c'était un fils de banquier. Il dépensait tellement d'argent que tous les mois, on lui donnait de l'argent de la part, mais il ne pouvait pas dépenser plus. Il était fou de cirque, il avait un palque, c'est-à-dire une piste sans chapiteau. Il avait des gitans, des chevaux, des lamas, il était fou de chevaux, de cavalerie et tout. Il était très vieux, il était juif, il avait un filochard sur l'œil, il avait un œil en moins, et comme il était vieux, il voyait moins. Il avait demandé à des élèves de conservatoire de venir lire des pièces de théâtre, de Giraudoux, d'Anouilh et tout ça. Ça nous faisait gagner notre vie, c'était très bien. Pendant le spectacle de cirque ? Alors, nous, on en a profité. Les gitans s'ennuyaient comme tout. Lui, il écrivait. Il avait été ami avec Jarry. Et il écrivait des pièces dans le genre du Burrois, qui étaient très mauvaises. Et on avait un copain qui avait un Castelet et qui avait fait les marionnettes. Et il avait fait un spectacle sur le texte de ce type. Il avait invité les villageois, qui s'étaient emmerdés, qui étaient tous partis. Mais il avait cette fantaisie. Quand on arrivait la première fois, il faisait « Heil Hitler !» Alors, il avait de l'humour. Il voyait ce qu'on allait faire. Si, pour travailler, on faisait pareil que lui, on était virés. C'était un test un peu terrorisé. Radical. Moi, je savais ce que c'était que Hitler. J'étais affolée. Et donc, je n'ai pas fait le geste. Donc, je lui lisais des trucs d'Anouilh, et il était très content. Et on avait l'équivalent de 50 € à cette époque, quoi. Par week-end. Et on couchait dans une vieille roulotte magnifique, etc. Il y avait des gitans qui étaient avec nous, qui étaient très timides, nous aussi. On les fréquentait peu, mais ça nous a permis de faire du cheval et de l'acrobatie. Donc d'apprendre. Ah, alors là, oui. On aimait beaucoup ça. Et puis, puis j'ai eu des copains qui sont passés, là. C'était une période très bizarre. Incroyable. Pourquoi bizarre ? Parce que c'était lui, ce vieil homme qui vivait dans une roulotte avec une noire superbe, qui est morte d'ailleurs dans un incendie, après lui, avec ses gitans, ses lamas, ses chevaux, ces jeunes gens qui venaient pour lire des pièces. C'est une atmosphère incroyable quand je raconte ça. Et Jean-Claude Bouillon m'a dit, mais je le connais parce qu'on avait en effet
On était à côté dans le village et on avait connu ce professeur Maladoli. Il s'appelait comme ça. En fait, c'était la banque Raphaël Legge. C'était une histoire incroyable. Mais on apprend aussi dans... Vous voyez, c'était en dehors du conservatoire. Je ne le disais surtout pas au conservatoire. Je ne vais pas dire ça. C'était à l'époque du conservatoire. Oui, et quand j'arrivais à la Comédie Française en scooter et en blue jean, Maurice Escande, qui était un type absolument adorable... Qui dirigeait le Français à ce moment-là. Oui. Il m'avait dit, Daniel, s'il te plaît, tu passes par l'entrée des machinaux, s'il te plaît. Où tu le mets, ton scooter? Il faut le mettre loin. L'air Pourquoi? de dire, aux Français, on ne va pas en scooter et en blue jean. Ça a bien changé, notez. Oui, la preuve. Mais c'est pour ça qu'après, quand je suis partie, parce que je m'ennuyais, puis j'avais d'autres projets ailleurs, je suis partie, ma mère était affolée. Après, elle a compris que j'avais eu raison. Mais je suis partie pas sur un coup de tête, je suis partie parce que je sentais que c'était pas mon truc. J'apprenais plus rien. On répétait pas quand c'était terrorisant. Il y avait très peu de répétitions à l'époque. Donc vous étiez lâché il y avait dans un le comédien vide. qui était aussi engagé comme Gabriel Dorzia, pensionnaire, pour jouer un rôle, un homme comme les autres, de Giraudoux. Bon, moi je doublais Fontanelle. On n'a pas répété du tout. C'était un grand rôle. On jouait à l'Odéon. Et il me dit, ah, c'est vous aujourd'hui? Mais je ne savais pas, je vous connais pas. Ben, j'ai dit, moi non plus. On était terrorisés. C'est aberrant. Des grands rôles, enfin. Et les sociétaires, ils n'en voulaient pas, quoi. Et puis alors, le côté MeToo, à l'époque... Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. J'en aurais à raconter. Ouais. Je ne le raconte pas, parce que c'est idiot. C'était ça, les flibustiers, maintenant... peut-être, d'Othon Lara. Ah, puis moi, je supportais pas qu'on me touche, sociétaire ou pas. Il y a un sociétaire, il a reçu une mandale. Il me dit, mais t'es folle, mais tu m'as fait mal. Ah, bah j'ai dit, fallait pas me toucher. Vous êtes toujours défendu. Tout le temps, je voulais pas. Quand je jouais à la Porte Saint-Martin, c'était l'été, on était dans la rue René Boulanger. C'était un milieu très populaire, la rue René Boulanger. Et il y a un mec qui me met la main aux fesses. Je me retourne, paf, paf. Et en haut, il y a une dame qui me fait « Bravo, mademoiselle !» C'était comme ça. Ça m'avait fait rire parce que ça me choquait pas du tout. Ça. Qu'est-ce que on vous a vu dans Hors-la-loi, notamment de Pauline Bureau. Là, je fais un énorme grand écart, mais puisque c'est vous qui parlez de ça, comment vous avez vu arriver toute cette vague, justement, de libération de la parole C'est surtout ça, parce que... il y a des choses qui ont fait écho en vous. Ce qui était très important pour nous, c'était justement l'histoire de Gisèle Halimi et les avortements. Il y avait énormément de filles qui mouraient. Moi, c'est ça qui m'a décidé. Ils m'ont téléphoné pour signer le manifeste. J'étais enceinte. Dans l'Obs, dans le Nouvel Observateur. Mais j'étais enceinte. Alors j'ai dit, écoute, je crois que c'est Daniel Delorme qui m'a appelé, je ne sais plus. Et écoute, je dis, parce que plus tard, cet enfant me dira, ah bon, bah alors... t'as signé ça, donc tu me voulais pas. Il y a un truc qui m'a parlé quand même. Elle m'a dit, bah écoute, tu réfléchis. Et là, j'avais à cette époque-là une fille qui gardait mon petit garçon qui avait 7 ans. Elle était en larmes, elle dit, mais Carmen, qu'est-ce qui se passe? Elle était elle vivait à côté d'un couple qui avait 6 enfants. Elle en voulait pas un 7e. Elle a mis un pack d'eau de Javel. Elle est morte dans d'atroces souffrances. Elle a laissé 6 orphelins. Et je savais que ça existait. Mais là, c'était à ma porte. C'était effrayant. Je la connaissais vous avez pas, signé. Mais... Oh, j'ai téléphoné tout de suite. Et ça suffit comme ça. C'était beaucoup plus dramatique que maintenant. C'était vital. Et alors, ce qu'on a gagné, c'était quand même quelque chose de vital. Alors, il fallait continuer, bien sûr. C'était pas fini. Il y en a toujours, des médecins qui veulent pas.
dans les campagnes, c'est difficile. C'est toujours difficile. Donc, c'est ça qu'il faut continuer à faire. On revient... après le conservatoire, on revient à Planchon, au français. Ouais. Non, peut-être à Planchon. Vous quittez le français et vous allez travailler Villeurbanne. Là, c'est parce que il nous disait, voilà, je voudrais monter ça. J'avais compris comment ça s'était fait, Villeurbanne. Ils avaient fait... Théâtre de la Cité, donc à Villeurbanne. Oui, mais enfin, c'était avant comment ce petit groupe fou de théâtre... ils avaient des métiers séparés. Le soir, ils se retrouvaient pour faire du théâtre. Et petit à petit, ils avaient trouvé un local, puis un autre local. Et puis, ils avaient fait un référendum dans les gens qui venaient les voir en disant qu'est-ce que vous voulez qu'on vous monte? Et ils avaient dit Shakespeare, Alexandre Dumas et Victor Hugo. Alors, ils avaient dit tiens, c'est les Trois Mousquetaires, c'est intéressant. Ils avaient vu la pièce de Maquet, qui n'était pas terrible. Alors, ils essayaient de répéter dans un local épouvantable, genre patronage, la pièce. Alors, il y avait Buckingham devant la reine. Enfin, ma reine, je vois. Et puis, tout d'un coup, deux ouvriers sont arrivés en disant excusez-nous, faut qu'on répare le lavabo. Oui, je vous en prie, faites. Et ils ont continué à répéter. Enfin, ma reine, je vous vois et je ne vous quitte plus. Tu me passes la clé à molette. Alors, ils ont commencé à rire et il s'est dit, c'est comme ça qu'il faut le monter. Il a monté les Trois Mousquetaires en burlesque. Il a inventé des ouvriers justement au Louvre devant Louis XIII et Buckingham. Il a inventé des trucs extraordinaires. C'était en communauté d'ailleurs. C'était une improvisation. Et moi, je les ai pris en route. Et c'était déjà créé. Et on a été avec eux en URSS et à New York. Ça a été un succès, mais phénoménal, ces Trois Mousquetaires. Donc là, vous avez quel âge à peu près? Déjà, j'avais 24 ans quand je suis sortie. Je suis sortie du français, j'ai été jouer d'abord avec De Funès, où là, j'ai énormément appris. Oscar? Voilà. Au théâtre de j'ai la Porte Saint-Martin? Énormément appris. Il m'avait à la bonne... on avait fait un petit disque, il avait pris notre scène. Vous aviez fait un petit disque? Il m'avait dit, je vais te montrer quelque chose. Il faut les applaudissements. Ça fait monter le public, c'est formidable. Donc, s'il y a une sortie, il faut la laisser. Et tous les soirs, c'était plus Belmondo qui jouait, c'était Guy Bertil, qui était formidable. Le jeune homme, la scène était très brillante, c'était au début. Et lui, Fufu, il était catastrophé, donc immobile. Et lui sortait, il était applaudi. Et il m'a dit, viens voir, tu regardes ce que je fais. Alors je regardais. Il va pas avoir sa sortie, mais je te le fais qu'une fois, parce qu'il faut qu'il l'ait tous les soirs. Et tu vas voir pourquoi. Et c'est là que j'ai compris la mécanique de Qu'est-ce qu'il a Funès. fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rester immobile, il a fait comme s'il allait parler. Alors les gens, évidemment, attendaient. Écoutez. Et Guy, en sortant, fait « Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas ma sortie. » C'était une jolie pièce parce que c'était pas vulgaire. C'était uniquement basé sur l'argent. C'était pas basé sur autre chose. Enfin, c'était très intéressant. Ça a eu beaucoup de succès. Il avait fait... c'était extraordinaire ce qu'il faisait. Il improvisait des choses. Il fallait se tenir. Et... Parce que vous dites que vous étiez une rieuse. C'est-à-dire que vous aviez du mal à vous tenir, justement. Oui, mais c'est ça qui était bien. Je faisais le clown blanc avec lui. C'est-à-dire, moins j'en faisais, je le regardais ahuri, il m'imitait et il regardait les gens, il faisait bouh. Ça les faisait rire. J'ai eu du mal, hein. C'est comme avec Michel Serrault. Vous avez eu du mal à ne pas rire. Beaucoup de mal à ne pas rire, mais j'y arrivais. Et donc, mais si on commentait, c'était foutu. C'était extraordinaire. Ça, on apprend beaucoup, là. C'est-à-dire, si on commentait, si on en rajoutait? Ben oui, si on faisait... sans parler, c'était foutu. Il fallait rien faire.
Il fallait le laisser faire lui. La situation, c'était la jeune fille qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce mec ?» C'est tout. C'est tout. Alors, vous parlez de Michel Serrault. Vous jouez Pour voir Adrienne avec Michel Serrault et Jean Poiret. Oui. Donc, c'est pareil, ça. Voilà, c'est une belle école du rire. Et la difficulté est de ne pas rire. De ne pas rire, oui. Voilà, c'est un supplice. On finit par s'habituer, mais quand même, il improvisait énormément. Je me suis débrouillée pour pas que ça se voit, quoi. Vous aimiez ça, faire rire beaucoup? Vous aimez toujours? C'est-à-dire que c'est... Je l'ai compris quand j'étais petite, en faisant le clown devant mes copains. C'est facile. C'était facile pour moi, en tout cas. Mais il est évident que... Mais est-ce que vous aimez ça? Tout de suite, j'ai joué les jeunes premières. C'est pas des jeunes premières comiques. C'est pas des Toinettes. J'ai joué tout de suite des Marivaux, des trucs comme ça. C'est... De temps en temps... Le premier prix que j'ai eu, c'est Angélique de Georges Dandin, la scène de la nuit. Planchon. Il y avait... C'est après que j'ai eu. Le premier prix, je l'ai eu dans cette scène-là. Il y avait des choses comiques qui sont sorties. Je me souviens que les gens ont ri. Donc, il y avait quelque chose... Molière, c'est des choses comiques, quand même. Dans Georges Dandin, c'est pas un drame. Hein. Enfin, à la fin, si, mais pas à ce moment-là. Vous avez beaucoup joué Molière? J'ai joué beaucoup Célimène, le mariage forcé, les précieuses, ici, au français, l'impromptu, au français. Ah oui. Vous retrouvez Renaud Barraud, la troupe Renaud Barraud, avec une pièce de Mishima, Marquis de Sade. Et vous aimez, est-ce que vous aimez les troupes? Parce que vous avez été... évidemment, il y a la télévision, va y venir, il y a le cinéma qui viennent comme ça dans les... Oui, de temps en temps, c'est très, très structurer bien. votre vie professionnelle. De temps en temps, c'est bien parce qu'il y a l'alternance. Et que, par exemple, au Théâtre de la Ville, j'avais le rôle principal à l'ouverture du Théâtre de la Ville. C'était en 68, en octobre, avec Michel Auclair. C'était une merveille. Une mise en scène de Lavelli, qui était superbe. Et on jouait Béatrice et Bénédicte. On nous donne de beaucoup de bruit pour rien. Donc j'avais le rôle principal avec lui. Et après, on jouait en alternance avec une mise en scène de Mercure, une pièce de Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur, où j'avais un tout petit rôle. Et ça, c'était très plaisant, de jouer un petit rôle et un grand rôle. L'avantage de la troupe, c'est ça? Oui. Là, sur le Soulier de satin, vous jouez là, à la Comédie Française. J'amuse bien, là. J'ai plusieurs rôles. On est tous... on fait des petits trucs. C'est la troupe, quoi. Chez Planchon, c'était un peu ça. Non, il n'y a pas eu d'alternance pour moi, en tout cas, chez Renaud Barraud. J'ai joué l'Amérique de Kafka avec Boursellier, un Villiers de l'Isle-Adam avec Barraud, et Madame de Sade, qui a eu beaucoup de succès. On a créé ça. C'était une traduction de Mandiargue qui était magnifique. Mais je ne jouais pas autre chose, c'était petit à petit. C'était pas en même temps. Alors, vous avez fait une vraie carrière à la télévision. Il y a eu notamment cette série très populaire, Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Vous êtes la baronne Roxane de Saint-Gély, une série sur un format qui est quasiment le format des séries qui existent aujourd'hui, de Marcel Bluval, avec lequel vous avez énormément travaillé, et de Georges Neveu. Vous avez été ensuite sur un nombre certain de programmes de télévision extrêmement populaires. Vous devenez une actrice très populaire, très visible, avec des covers de magazines. C'est un autre rythme que celui du théâtre, c'est une autre visibilité, c'est une autre vie pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Les gens, ils vous reconnaissent dans la rue très bien, mais c'est souvent, ça m'arrive encore. Bon. C'est gentil, c'est tout. Mais Vidocq, ça a été autre chose, parce que
Quand je prenais le métro, un mec qui me fait « Oh, mon Dieu, quand je vais dire ça à ma femme, j'étais dans le métro à côté de Joséphine. Oh !» Voilà, bon, ça me fait rire, c'est tout. On jouait chez Bibi sous la Tour Eiffel. Je me souviens, il y avait des barrières et j'avais repéré 2 petits mômes qui me parlaient de moi. Alors, il y avait un petit qui disait au grand « Je la connais, celle-là. » Alors l'autre, il dit « Je vois pas qui c'est. » « Mais si, c'est la petite salope qui joue dans Vidocq. » Voilà. Ça vous faisait rire? Bah oui, bien sûr. La notoriété, ça vous faisait rire? C'est pas quelque chose C'était une grande notoriété. Enfin, vous avez, à partir de ce moment-là, effectivement, les gens... Bon, je l'ai pas senti comme ça. Vous l'avez pas vécu comme ça? Non. Pourquoi? Parce que vous oscillez entre le théâtre, la télévision, ou parce que c'est votre caractère, Daniel Lebrun? Non, c'est parce que depuis que j'étais avec mon frère, on se moquait souvent des gens qui avaient la grosse tête. Vous avez fait attention à ne pas la prendre? J'aime pas les gens qui ont la grosse tête, ça me fait rire. Lui, il l'avait surtout pas assez même. Puis quand vous travaillez avec Pierre Brasseur, qui était un vrai monstre sacré, comme on n'en trouve plus, et on était paniqués de jouer avec lui. Il y avait Bernard Fresson, il y avait Marc Touret, on était paniqués parce que quand même, on faisait les frères Karamazov. Il était là à toutes les répétitions et il disait à Bluval, c'est avec les mômes que j'apprends mon métier. Et c'est vous les mômes. Il est mort 5 ans après. Enfin, il continuait à vouloir regarder. Moi aussi, ça me passionne quand il y a quelqu'un où je sens que il y a quelque chose. J'essaye de voir comment il fait, comment il est fabriqué dans la tête. C'est pas tout le monde, hein. Mais il y a des gens, ça me passionne. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est ce que vous faites, par exemple. Ah oui, oui. Ici, à la Comédie Française. Vous regardez oui, les autres faire. Vous continuez à regarder les autres faire. Certains, pas tous. Hein. Ouais. Mais oui. Ah oui, c'est passionnant. Mais c'était quelqu'un, finalement, qui a fait des scandales, qui était pété la plupart du temps, mais qui était un immense comédien. Mais n'empêche qu'il était humble. Il se fichait de sa notoriété. Donc, c'était l'école de mon frère, ça. Donc, j'ai pas de souvenir que ça m'ait gêné. Toujours pris le métro, puis voilà, quoi. Alors, on fait des raccourcis, parce que la vie est ainsi faite. Vous obtenez plusieurs Molières, en 92 pour Le Misanthrope, un en 2006 pour Pygmalion, et puis en 2011, donc... vous revenez au Français. À l'époque, la Comédie Française est dirigée par Muriel Mayette. Vous remplacez Hélène Surgère dans des répétitions dont ne badine pas avec l'amour. Vous jouez Dame Pluche, qui est un petit rôle. Vous revenez avec ce petit rôle-là. Oui, je me suis dit, qu'est-ce que je fais C'est la boucle. Je rejoins le tombeau. C'est la dernière fois. L'âge que j'ai, entre au Français... J'ai dit, écoute, j'ai mis 15 jours à me décider. Elle m'a rappelé. Comment elle vous présente les choses? On aimerait bien que tu viennes au Français, voilà. C'est un petit rôle, mais après, tu en auras plein, etc. Bon, je ne voyais pas pourquoi je ne l'aurais pas cru. Puis mon agent, Laurent Grégoire, m'a dit, écoute, le théâtre en ce moment, c'est tellement difficile... théâtre privé, que puis quand même aux Français ils font tellement de belles choses maintenant. J'y allais de temps en temps aux Français, mais tout de suite après y être partie, j'allais surtout à Chaillot. Moi. J'allais plus aux Français. J'y allais de temps en temps, c'est tout. C'est là que c'est des anecdotes, hein, mais bon. J'ai retrouvé mon habilleuse qui était dame à la toilette, dame pipi, ce qu'on appelait. Cette femme, c'était extraordinaire. Vous la retrouvez où, ici, au Français? Non? Oui, elle était au Français. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, dans les années 70, si elle voulait rester, elle restait. Elle avait plus de 70 ans. Hein.
Il n'y avait pas de mise à la retraite contrainte. Mais j'étais ravie parce qu'elles tchatchaient avec leurs copines, elles n'étaient pas toutes seules avec leur chat et leur géranium sur le coin de la fenêtre. Enfin, c'est effrayant maintenant. Il faut aller à la retraite même si on est toute seule. Voilà. Et là, elles continuaient à vivre normalement, même à 70 ans, quoi. Maintenant, c'est plus possible. Mais elle, alors, Suzanne, me souviient qu'en lassant mon corset, on bavardait, parce que j'aime beaucoup bavarder avec les habilleuses, on apprend toujours des choses. Elle me dit j'ai pas toujours été habilleuse, vous savez, mademoiselle Lebrun, j'ai fait du café-concert. Alors j'ai dit, ah bon, où ça? Parce que moi, j'avais une tante, Lebrun, qui a fait du café-concert. Alors je dis, où est-ce que vous avez été, Suzanne? Elle me cite la Fourmi. J'ai dit, vous avez connu Madame Guérin-Bayard? Oh, c'était une salope. Mais comment vous connaissez Madame Guérin-Bayard? Je dis, c'était ma grand-tante. Oh, pardon. Enfin, voilà. Je dis, vous inquiétez pas, elle est morte. J'avais 8 ans, je ne l'ai pas connue. Mais je lui ai apporté un programme dans les années 1910, où elle était dedans. Elle s'est mise à pleurer. C'était incroyable. Alors, au Français, vous jouez beaucoup le répertoire contemporain, des pièces. Vous jouez Poussière de Lars Norén. On a parlé de Hors-la-loi de Pauline Bureau, donc sur le procès. Vous avez joué dans l'adaptation de Fanny Alexandre par Julie Deliquet. Vous jouez aussi des pièces qu'on appelle pour toute la famille. Vous avez joué dans La Reine des Neiges, vous êtes délectée en Troll, sous la direction de Johanna Boyer. C'est cette alternance de petits, moyens, grands rôles qui vous régale. C'est des femmes, beaucoup de femmes. Mais c'était vraiment très intéressant de travailler avec elles. Émilie Prévoto et Amine aussi, dans Théorème. Ouais. Alors, je lui ai dit, écoutez, ça m'intéresse, votre projet. Si vous êtes décidé, vous m'appelez. Elle me dit, mais c'est décidé, c'est vous. Parce que c'est grâce à vous que je fais ce métier. Ah bon? De temps en temps, il y a des gens qui me disent ça. Je suis très contente. Il y a 5 ou 6 personnes dans ma vie qui m'ont dit ça. C'est très chouette. Vous disiez tout à l'heure que je métier, bien sûr que c'est au-delà du très chouette. C'est quelque chose de... Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Bureau. Hors-la-loi, c'était formidable. Et puis... Vous voulez raconter un peu Hors-la-loi, cette pièce qui a eu un succès fou elle a su aussi que j'avais signé, j'en avais parlé à le personne, manifeste, mais elle l'a su, alors elle l'a mis en gros, moi j'ai pas envie, j'ai dit écoute, mets-le comme ça avec les autres. Ah ben non, puisque t'es là, j'en profite. Bon, enfin... Madame Dubouchex, avant ce procès, vous étiez contre l'avortement. Est-ce que vous avez encore la même opinion aujourd'hui? Ah non, j'ai complètement changé d'opinion. Autant avant j'étais contre l'avortement il y a longtemps, mais autant maintenant je suis pour, mais à condition qu'il soit pratiqué de manière normale. Mais elle a fait un très très bon travail, vraiment. C'est un spectacle qui a tourné, que vous avez montré Oui, et puis en plus, on faisait aussi plusieurs rôles. C'est ça que j'aime bien, comme dans La Reine des Neiges, comme dans Le Soulier. Et dans La Reine des Neiges, alors, je travaillais pendant que j'étais en vacances, et j'ai téléphoné en disant « Est-ce qu'il faut absolument que j'ai un micro? Parce que je vais avoir une toute petite voix dans le troll. » Alors j'ai fait un troll avec une voix minuscule. Il fallait qu'on m'écoute, qu'on m'entende. Donc, elle me dit, oui, t'inquiète pas, t'as un micro. Vous avez fait un troll qui avait une voix minuscule et qui dansait. Et oui, j'ai bien aimé mon troll. Vous avez bien aimé, oui. Oui, ça se voyait. Il y avait aussi un truc qui était... À part Vidoc, c'est parce que Bluval avait déjà fait un Vidoc en noir et blanc d'une demi-heure. Et ça avait eu tellement de succès avec ce merveilleux comédien qui s'appelait Bernard Noël, qu'ils avaient décidé de faire une série d'1 heure au lieu d'une demi-heure, et en couleur. Donc, c'était parti, et Bernard est mort à ce moment-là. 1 heure par épisode, hein. Il y a eu 13 épisodes. Voilà. Vous parlez, oui. Et c'était donc Georges Neveu, qui était déjà sur le coup, qui a continué. Et il s'est dit, il faut... Et puis, il m'avait vu dans Célimène, avec Michel Piccoli, au Théâtre de la Ville.
Et donc, il me dit, je t'ai écrit un rôle aux petits oignons, vraiment pour toi. La petite salope qui joue dans Vidocq. Dans Vidocq, voilà. oui. Mais c'est parce qu'il m'avait vu dans Célimène. Voilà. Et est-ce que vous croyez que Johanna Boyer, qui vous fait jouer un troll, elle vous a vu? Est-ce que vous parlez non, c'est de moi ça? qui ai voulu, parce qu'à un moment donné, elle dit « Ah non, on va le supprimer, ce troll. » Je dis « Il n'en est pas question. Je fais ce truc pour le troll. » Avec tes bottines rouges, et t'as besoin de voyager, t'as l'air toute neuve. Tu crois que Kay va te reconnaître? Vous connaissez Kay? Ça me dit quelque chose. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça? Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fiches? Non, Kay tout court. Kay, mon ami, il a disparu. T'oserais t'aventurer dans la grande forêt pour savoir si là-bas ils savent quelque chose? Qu'est-ce qui vous fait rire? Les choses qui sont de provocation plus que... comme des proches. C'est un grand provocateur, comme Gardin. Ça, c'est des provocateurs. Il y a une part politique Ouais. dans Et oui, mais dans ce rire-là. Oui, mais ça arrive à être drôle. Mmh. C'est beaucoup plus fort que de parler de son nombril. Mais maintenant, il faut parler de son L'humour nombril, y potache compris dans les romans. contemporain, oui. Alors, oui. Oui. L'humour potache contemporain, ça Ah ne fait oui, pas mais rire. attends, Montaigne, il a commencé à parler de lui. Mais il ne parlait pas que Et pas de qu'un lui. peu. Et pas qu'un peu. Oui, Daniel. mais il parlait pas que de lui, il parlait de son temps. Et il faisait des réflexions sur ce qui lui arrivait, mais à cause de son environnement. C'est pas pareil. Je dirais Dostoïevski aussi parle certainement. Il met de lui dans ses romans. On va terminer sur le soulier Moi, de ce satin. que j'ai Pardon. aussi dans ma carrière qui a été très important, c'est exercice de style. Ça a été Raymond Queneau. énorme. On l'a joué 1000 fois. Voilà, que vous avez 1000 joué fois. 1000 fois. En 10 ans. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un théâtre de libre, surtout au mois d'août, on était sûr qu'on faisait le plein. Alors on jouait au mois d'août à Paris. Et ça aussi, c'est un... Pendant des années, C'est ça a une- été votre vie. Je l'ai connu sur Vidocq, Seller. Mmh. C'était un comique extraordinaire, lui. Et on a travaillé ça, mais au millimètre près. À la De Funès, justement. Mais avec un texte de Raymond Queneau, qui est déjà très drôle en soi. Mais un texte littéraire. Oui, mais enfin, littéraire et complètement stupide. Qui est nul, l'histoire. C'est ça qui est drôle. Et alors, on s'est dit, bon, on va... Personne n'en voulait, personne. Alors, on a travaillé ça chez moi, dans le Midi. On savait notre texte par cœur déjà, et les chansons aussi. Et là, on a travaillé dans le Midi, voilà. On a été au BHV chercher des trucs pour faire la plaque de Gallimard. Gallimard ne nous a pas donné un rond. Après, il vendait ses livres devant le théâtre, dans le théâtre. Évidemment, ça a eu beaucoup de succès. Tous les accessoires, c'était que du chapeau, ou presque. C'était dans le grenier de mes parents. On a été chez Lafont acheter des costumes de peintre en bâtiment. À chaque fois, c'est moi qui repassais parce que il n'y avait pas d'habilleuse ni rien. On balayait le plateau avant de jouer. Et on s'est dit, bon, bah, c'est... Vous jouiez où? Le Petit Montparnasse, on a fait l'ouverture. Rue de la Et Gaîté. personne n'y croyait. Et quand on l'a joué, il n'y avait que Marcel Bluval qui était là, tout seul. Il a dit, maintenant, c'est parfait. Il y a quelque chose de parfait, maintenant, il faut vous amuser. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et on a minuté. On avait fait une heure, pas tout à fait une heure. Quand on a fini ce soir-là, on était ahuris. À chaque noir, enfin, à chaque portrait, quoi, il y avait des applaudissements. Ça a duré 20 minutes de plus. Le directeur, il faut passer dans le grand théâtre tout de suite. Alors là, on a gagné de l'argent parce qu'on ne s'est pas laissé faire. C'est-à-dire? On a fait Vous avez 50, négocié. 50. Voilà. Ils ne nous avaient pas donné un rond au départ. Et donc, tous les étés,
Alors là, on a joué jusqu'au bout. Après, on a été en tournée. Et puis après, on faisait les étés. Mais on faisait autre chose entre-temps, quand même. Mais c'est devenu une bande avec Jacques Boudet. XLR, ça a été... on l'a joué partout, de Tahiti jusqu'à Jyväskylä, en Finlande, à 100 km du cercle polaire, au centre français. À l'Institut français. Oui. Et puis ça a été au programme du bac. Enfin, ça a été délirant cette histoire. Et on s'y attendait absolument pas. C'est un de vos meilleurs souvenirs de jeu, oui, parce que là aussi, c'est une histoire de bande. Mais dans ce métier, tout le monde vous dira ça. L'histoire de bande, c'est très important. C'est quand il y a quelque chose qui se crée. La bande à Guidigan, la bande à Bergman, la bande à Bakri. Savette. Oui, c'est très important. Et l'idée de la troupe, c'est ça, en fait. On est très content de se retrouver là, une fois par semaine, dans le Soulier. On est très content d'aller à Avignon. On va faire, 6 nuits. 6 nuits de Soulier. Oui. 6 nuits de 10h du soir à 5h du matin. Ça va être formidable. Merci infiniment, Danielle Lebrun. Merci beaucoup. J'ai dépassé, j'étais très, très bavarde. Vous avez dépassé, mais c'est pas grave. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.